En 2017 sur Netflix sortait Blam, un film en CGI adapté du manga du même nom de Tsutomu Nie. Le choix de la CGI peut paraître surprenant quand on connaît l'esthétique très particulière du manga Blam, mais il l'est beaucoup moins quand on sait le succès de Polygon Pictures, le studio en charge du film, dans la sortie de la série et du film Knight of Sidonia sur Netflix en 2014 et 2015, une autre adaptation d'un des titres de Tsutomu Nie. Du coup, vous vous demandez peut-être, que vaut cette adaptation de Blam ? Est-ce un bon film ? Est-ce une bonne adaptation ? Est-ce que ça vaut le coup de la regarder ? Mais surtout, c'est quoi ce sujet de vidéo ? Surtout après autant d'absence. Est-ce que je reviens pour de vrai ou comme pour les bonnes résolutions de janvier, je vais disparaître après cette vidéo ? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Mais avant, résumons rapidement le film. Celui-ci commence par un rapide état de la situation. Dans le futur, une contagion a eu lieu. Celle-ci a eu pour effet que les humains ne pouvaient plus se connecter à la ville. Après cela, la ville a commencé son expansion perpétuelle et chaotique. Et surtout, elle a commencé à considérer les humains comme des intrus. Cette explication est faite par une jeune fille dans un endroit qui semble paradisiaque, loin de toutes ces considérations. On ne comprend pas forcément tout ce qui se joue à ce moment-là, c'est là qu'intervient la mise en contexte, et c'est surtout à ce moment-là que le film démarre vraiment. On est lancé dans la course effrénée de plusieurs personnages en combinaison blanche dans ce monde à l'architecture erratique qu'on nous a décrit précédemment. Sans rien nous montrer directement, le film nous fait vite comprendre que dans ce lieu étrange où la moindre chute pourrait vous être fatale, rôde une étrange menace. S'ensuit quelques dialogues entre les personnages où l'on apprend que ces jeunes explorateurs sont inexpérimentés et sont partis contre la vie générale de leur village à la recherche de matière. Celle-ci servirait aux villageois mais aussi à sauver la sœur d'une des exploratrices restées alitées. Malheureusement, cette exploration pour leur survie va non seulement s'avérer être un échec, puisque l'endroit qu'on leur a indiqué est finalement épuisé en ressources, mais surtout va se transformer en véritable désastre quand les monstres qu'ils semblaient éviter à tout prix vont faire leur apparition, se lanceront à leur poursuite et arriveront même à tuer certains des voyageurs. Fort heureusement, dans leur fuite, Zuru, la chef de ce petit corps expéditif, va tomber nez à nez avec un homme étrange, totalement vêtu de noir et qui dégainera son arme sans hésiter tel un desperado. On apprendra très vite que ce sauvetage d'une mort certaine est loin d'être désintéressé puisque cet homme recherche un humain avec un terminal génétique, chose que nos explorateurs en herbe ne semblent pas connaître. À ces mots, l'homme mystère va leur tourner les talons et commencer à partir. Mais Zuru lui proposera de venir au village pour peut-être trouver des réponses à ses questions. L'homme acceptera avant de se présenter comme Kili. Et je suis un humain. Voilà, ça c'est l'introduction du film, l'ambiance et les enjeux sont bien posés et c'est suffisant pour la suite de la vidéo. Autant vous laisser le plaisir de la découverte et passer tout de suite aux forces du film, à savoir la narration et la mise en image. Il faut dire que l'équipe derrière le film est plutôt expérimentée. Au niveau du scénario, on a Sadayuki Murai, qui a déjà travaillé entre autres avec Katsuhiro Otomo sur Steam Boy et avec Satoshi Kon sur Millennium Actress ou encore Perfect Blue, d'excellents films qui n'ont pas à rougir de leur scénario. Mais bon, même un bon scénariste peut se planter, alors en quoi Blam est bon narrativement ? Eh bien, outre le fait que l'introduction est réussie, parce qu'elle permet de comprendre en quelques instants ce qu'est le monde de Blam, à savoir un endroit inhospitalier où les humains sont comme des intrus et où les bonnes intentions peuvent parfois mener au désastre, son histoire est aussi très bien structurée puisqu'elle arrive le tour de force de lier des personnages qui n'ont normalement rien à voir entre eux. D'un côté, on a l'histoire des habitants du village, avec certains plus mis en avant que d'autres, mais qui essayent tous de survivre tant bien que mal grâce à leurs seules armes, l'entraide et la survie. Et accessoirement aussi des flingues et des armures, faut pas déconner. Ensuite, il y a Kili, le personnage énigmatique, impassible, qui ne semble motivé que par deux choses, sa quête d'un objet mystérieux et sa survie. Enfin, on a Shibo, un personnage intrigant qui sait énormément de choses sur ce monde et propose son aide, même si celle-ci semble loin d'être désintéressée. En réussissant à présenter et à lier ces personnages tous différents et intéressants à leur manière, dans une intrigue cohérente et compréhensible, fait que le scénario est techniquement réussi. Mais bon, un scénario, c'est plus que de bons personnages et une bonne histoire, c'est aussi une thématique et à travers elle, une intention de dire quelque chose qui doit se dégager. Ici, la thématique est simple et c'est la même que l'original, la survie. Par contre, l'intention ou plutôt la manière de traiter le sujet est bien différente. Le monde de Blam est particulièrement dangereux, évoluer seul dedans est complexe, une des solutions pour s'en sortir est l'entraide.
Mais réussir à faire confiance dans ce genre de situation n'est pas chose aisée. Établir une relation de confiance, c'est un chemin qui prend du temps, et qui une fois fait, tisse des liens forts qui permettent de surmonter même les plus difficiles épreuves. Et c'est justement cette construction de liens invisibles que l'on va suivre tout au long du récit. À la fois directement avec les habitants du village, qui dans un premier temps n'ont pas confiance en Kili et Shibo, mais qui vont par la force des choses devoir les croire, ce ne sera que par la suite que certains vont réellement les voir comme des alliés, comme Zuru qui va tout faire pour les aider. Mais cela se voit surtout dans l'évolution de Kili, passant de l'impassible étranger à héros et sauveur. Finalement, si je devais résumer, le film tente de montrer que survivre, c'est tenter des choses, se battre pour les siens, faire confiance aux autres, pouvoir faire face en allant de l'avant. Car même si vos actions semblent dérisoires et que vous pensez que ça ne sert à rien, n'oubliez pas que même les choses minuscules, surtout faites à plusieurs, peuvent avoir un impact de géant. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Bref, des phrases comme ça j'en ai des tas, mais vous comprenez déjà l'idée. Le message est assez proche du pouvoir de l'amitié, cher à nos Neketsu préférés. Avec un poil plus de subtilité et surtout dans un décor réellement dangereux, où la méfiance est normalement de mise. Cette manière d'aborder les choses s'incarne dans le scénario, mais aussi et surtout dans la mise en image. Et parlons-en justement de cette mise en image. On a affaire à un film qui maîtrise la CGI, on est loin de la tentative de 2007. Il faut dire que Polygon Pictures est loin d'être à son coup d'essai. Les gens en charge de l'animation en CGI pour des films de production IG, comme Ghost in the Shell 2 Innocence, ils ont depuis fait leurs preuves avec des films ou animés en total CGI, comme par exemple Ajin. Aujourd'hui aux manettes sur Blam, c'est le réalisateur Hiroyuki Seshita, un ancien directeur de l'animation sur de nombreux jeux vidéo comme FF10 ou Kingdom Hearts, mais surtout réalisateur de quelques films. Donc là encore techniquement on est sur quelque chose de maîtrisé, tout est fluide et les imperfections de la CGI ne sont que très peu visibles. C'est simple, les scènes d'action envoient, les décors sont impressionnants, bref, le film a globalement de la gueule. Mais comme pour le scénario, la mise en image ce n'est pas simplement de belles images, c'est aussi la transmission d'un message par des choix techniques. Et dans ce sens, la CGI est intéressante parce que non seulement elle permet des scènes d'action impressionnantes, mais surtout elle permet d'utiliser les décors d'origine du manga et de leur ajouter de la couleur, de la lumière et donc beaucoup de vie. Et ça tombe bien puisque cet aspect lumineux colle à la thématique principale du film. Mettant au centre de son récit des humains qui survivent grâce à l'entraide, on les accompagne de lumière chatoyante et réconfortante. De plus, on ajoute aussi régulièrement des sortes de petites particules enflammées qui tournent autour d'eux, si bien que le feu imprègne l'esthétique du film, un symbolisme explicitement décrit dans le film, le feu étant présenté comme un foyer, un lieu de rassemblement depuis la nuit des temps. Depuis la naissance de notre peuple, bien avant que la ville ne soit dans l'état que vous connaissez, à la fin de la journée, les électropêcheurs s'asseyaient au coin du feu et toutes les tensions s'apaisaient. Et de manière moins explicite, l'image du feu est souvent liée à l'imagerie du Neketsu. L'enflammement des cœurs est une des caractéristiques premières de ce type de récit, auquel, dans une moindre mesure, Blame, le film appartient. En résumé, le film Blame est plutôt un bon film, narrativement compréhensible et bien construit, avec une direction artistique qui est cohérente avec le message qui est transmis. Bref, celui-ci réussit surtout le pari risqué de rendre humain Blame. Je dis le pari risqué puisque c'est tout l'inverse qui est l'original. En effet, Blame, c'est absolument tout le contraire de ce que je viens de vous raconter. Pour le comprendre, plongeons-nous dans l'histoire du manga Blame. Le manga de Tsutomu Nie sort en 1997 et a de quoi surprendre. Déjà, il y a une grande place donnée au décor. On a énormément de cases de contemplation de bâtiments ou autres constructions qui sont tantôt grandioses, tantôt dérangeantes, tantôt organiques et parfois insensées. Bref, l'idée de Nie est finalement de se faire plaisir en donnant vie aux architectures qu'il a en tête lorsqu'il dessine. Ce que lui permet le choix du genre science-fiction, dont il est fan. Mais attention, malgré qu'on passe d'une esthétique moyenâgeuse à du cyberpunk pur jus, on n'est jamais totalement dérouté, car chaque lieu a en commun un aspect sale et noir. En plus de se faire plaisir, Nie a aussi une vision artistique. Le but de Tsutomu Nie est de remplir au maximum ses cases de noir. L'envie presque compulsive d'inverser les valeurs en faisant du support, non pas la page blanche, mais la page noire. Si bien que parfois on a l'impression qu'il ne remplit pas ses planches, mais plutôt qu'il les vide de leur trop-plein de noirceur. On a là une énorme différence avec le film. Même si les deux supports ont dans l'idée de révolutionner leur médium, Nie en cherchant un style neuf et Polygon Studio en tentant d'être à l'avant-garde de la CGI,
Le résultat est diamétralement opposé. On a d'un côté un univers visuellement sombre, opaque et sale, et de l'autre un univers qui, malgré les efforts, est toujours très propre, très lisse, de par la CGI, et très lumineux avec un éclairage très travaillé. Mais ce n'est pas la plus grosse différence entre les deux œuvres. La plus grosse différence, elle est dans la narration et l'intention derrière les deux œuvres. Normalement, à partir d'ici, je devrais vous présenter l'histoire de Blam avec un synopsis parfaitement compréhensible en vous parlant de réseau-sphère, de sauvegarde, de silicé ou tout autre mot que vous n'avez jamais entendu nulle part. Mais je ne le ferai pas, non pas parce que je garde ça pour une autre vidéo dédiée à Tsutomu, mais parce que l'œuvre n'a pas vocation à être résumée. Blam n'est absolument pas clair sur son histoire et ne cherche pas à l'être. Ce que les gens vous livrent comme synopsis, c'est leur avis de l'histoire d'après ce qu'ils ont compris de leur lecture intégrale de l'œuvre. Si on ne prend que les premiers tomes de Blam et qu'on les résume, cela ressemblerait plutôt à cela. Embarquez-vous dans le voyage cryptique de Kili, un personnage à la gâchette facile qui évolue dans un univers chaotique et surréaliste. Vous ne saurez pas vraiment ce que vous faites et où vous allez, mais ce qui est sûr c'est que vous aurez envie de le suivre et de faire partie de ce voyage mystérieux dont vous serez à jamais étranger. Ah oui, ne vous attendez pas à ce que vous compreniez tout ce qui se passe dans Blam, puisqu'une grande particularité du manga, c'est son absence de dialogue. C'est bien simple, sur le premier tome en édition grand format, soit 400 pages, seulement 112 contiennent des dialogues. Et attention, quand je dis des dialogues, c'est 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Dans Blam, on recherche, on observe et on se tait. Ça peut paraître bizarre d'avoir un manga qui ne parle pas, mais pour comprendre, il faut s'intéresser quelques instants au parcours de son auteur. Dans les années 90, dans le cadre de ses études d'architecture, Tsutomu travaille dans une entreprise de construction. Cette anecdote est assez connue et sert souvent d'explication à la grande place des environnements dans l'œuvre du monsieur, puisqu'elle montre sa passion pour l'architecture avant le manga. Ce qui est plus généralement oublié, c'est que cette expérience, il l'a passée aux États-Unis et non au Japon. Cette nuance est importante puisque dans son témoignage de cette période de sa vie, il nous révèle une profonde solitude liée à son impossibilité de communiquer correctement avec les autres, ce qui a impliqué sa mise à l'écart et son mutisme forcé. C'est suite à cette expérience qu'il va se lancer dans le manga. S'ajoute à cela l'envie de faire de la SF, un genre qui permet beaucoup de fantaisie, qui n'oblige pas à l'explication, et vous obtenez un titre obscur, très personnel, et qui ne se livre pas, ou presque pas. Cette inaccessibilité de Tsutomu en a conscience et changera plus tard, notamment pour Knight of Sidonia, beaucoup plus grand public. Mais on verra ça dans la vidéo qui lui sera dédiée. Pour l'heure, quoi retenir de Blam? Eh bien, c'est un manga techniquement expérimental où un artiste veut se faire plaisir tout en faisant différemment des autres, persuadé de faire quelque chose de grand, de tenir là son chef-d'œuvre. Cette volonté de faire quelque chose de neuf et de presque révolutionnaire a amené Tsutomu à complètement délaisser l'aspect humain ainsi que son public au profit d'une œuvre singulière et personnelle, synthèse de ses influences graphiques et SF. Une œuvre qui se veut volontairement opaque et mystérieuse, laissée à l'interprétation de chacun. Quand on lit Blam, on a vraiment l'impression de regarder à travers une serrure, un monde dont l'accès nous sera à jamais refusé. Et vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit au départ que Blam est l'antithèse de son adaptation cinématographique. La différence est même flagrante dès l'introduction des deux œuvres, avec d'un côté une introduction qui explique toute l'histoire de manière claire et simple, et de l'autre simplement quelques mots, peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. Dans ce simple exemple, on voit l'opposition du rapport au public. Et comment aurait-il pu en être autrement, tant on est sur une opposition d'essence. En effet, les deux œuvres ont un contexte de création qui est aux antipodes. D'un côté, on a l'œuvre d'un seul homme, empêtré dans des problèmes, mais qui tente le tout pour le tout, en faisant fi du public et essayant de faire sa Mona Lisa. Et de l'autre, une machine commerciale qui souhaite créer un film apprécié de tous. Et ce qui est encore plus fou dans toute cette histoire, c'est que c'est bien le même auteur aux commandes sur les deux titres. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le film est bien fait avec la participation de Tsutomu qui est actif sur l'écriture. On ne peut donc pas crier à la mauvaise adaptation avec des arguments comme les personnages sont mal écrits, parce que mal compris, ou c'est pas l'histoire d'origine donc c'est pas une bonne adaptation, parce que même s'il est vrai que les événements sont très différents de l'œuvre originale, l'univers lui est parfaitement respecté. C'est vraiment comme cela que l'on pouvait imaginer le quotidien des humains dans le monde de Blam. C'est juste que dans le manga, jamais on ne se serait attardé sur les humains. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est le même auteur sur les deux titres, mais ce n'est pas le même Tsutomu. C'est un Nye qui est plus vieux et qui a beaucoup changé depuis Blam. Aujourd'hui, il est plus tourné vers le public et l'humain. Bref, en résumé, Blam est un bon film, mais pour moi une mauvaise adaptation.
ce qui fait de Blam un parfait exemple pour comprendre ce que moi j'entends par adaptation. L'adaptation n'a ni pour but de vous donner la même histoire sur un format différent, elle ne doit donc pas être fidèle sur l'histoire qu'elle raconte, ni garder les personnages si besoin, mais elle doit essayer d'adapter l'essence de ce qu'est l'œuvre. Dans le cas de Blam, on est bien sur un film qui reprend l'univers du manga, mais qui lui appose une vision et une intentionnalité différentes. Après, est-ce vraiment important ? Est-il mieux d'avoir un bon film et une mauvaise adaptation, ou une bonne adaptation et un mauvais film ? Ce qui est bien avec Blame, c'est que le Songoku existe aussi. En 2003 sort une mini-série de 6 épisodes de 5 minutes et le moins que l'on puisse dire c'est que celle-ci adapte Blame dans son essence. Opaque, mystérieux, avec un style graphique et des pistes audio expérimentales, des couleurs surréalistes rappelant les artbooks du maître, bref, Blame la série est ce que j'appelle une bonne adaptation, puisque chaque épisode nous présente un élément de l'univers et une intention qui est vraiment de retrouver cette ambiance mystérieuse, créer quelque chose de techniquement nouveau tout en racontant une histoire difficilement compréhensible qui invite à la contemplation et à l'interprétation sans communication. On a vraiment l'impression d'une équipe dans la même démarche que Nier à l'époque, voulant révolutionner le style avec quelque chose de bien à eux et qui ne parlerait qu'aux fans de Blam. Ce qui rend la série très mauvaise, prise indépendamment du matériau d'origine. Elle est trop courte, prenant des éléments cryptiques et mal digérés avec leur propre interprétation des choses. Bref, c'est absolument incompréhensible pour n'importe qui ne connaissant pas Blam. On est plus proche d'une série promotionnelle ou d'un cadeau pour les fans, ce qui en fait l'exemple d'une mauvaise série mais d'une bonne adaptation. Au final, pourquoi avoir parlé de tout cela ? Avec cet exemple, vous comprenez que pour moi, une bonne partie des animés ou des films d'animation qui partent d'un manga d'origine sont non seulement classés sur une sorte d'axe des bons ou mauvais films, mais aussi sont classés selon un second axe qui est leur niveau adaptatif. Mais attention, cela ne change pas le fait que le film est bon ou mauvais, mais ça change le fait que oui ou non, j'appelle ça une bonne adaptation. En gros, il faut comprendre une adaptation comme une traduction. Si on continue sur la métaphore de l'autre vidéo où on comparait la bande dessinée à un langage, et le manga en était une langue, le cinéma est aussi pour moi un langage, et les films d'animation ou les séries d'animation sont aussi des langues. Adapter, c'est donc traduire ce qu'on a lu en manga en animé. Et généralement, ça donne plusieurs résultats. Grossièrement, on a des films dont le sens a été complètement changé et qui n'ont plus rien à voir, voire même qui ont un sens opposé, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent être bons ou mauvais. Ensuite, on a des films qui font de la traduction littérale ou presque, et qui du coup sont généralement pas mal mais trop littéral, ce qui peut justement amener à des faux sens, notamment dû au changement de durée. Passer de 500 chapitres à une synthèse d'1h30 est parfois compliqué. Et enfin, on a ceux qui essaient de réadapter le sens, en somme, ceux qui font un exercice de version. Un exercice qui demande à comprendre le sens de l'œuvre originale, de maîtriser la langue de l'animation, pour pouvoir en rendre une copie qui est aussi, voire plus parlante, dans sa nouvelle traduction. Après, je le redis, le niveau adaptatif c'est important, mais c'est toujours mieux de faire une bonne œuvre qui serait une bonne porte d'entrée, plutôt que de faire une œuvre qui adapte parfaitement mais qui devient obscure sans avoir lu ou vu le matériau d'origine. Concluons donc cette vidéo en répondant à toutes les questions posées en début de vidéo. Oui, Blame n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est plutôt un bon film. C'est néanmoins une mauvaise adaptation. Vous y découvrirez l'univers de Blam, mais sous un angle complètement différent du manga. Ce qui fait du film Blam une porte d'entrée à l'univers du manga, mais pas une référence qui vous permettra de dire que vous connaissez Blam. Vous avez donc toutes les cartes en main pour savoir si, pour vous, ça vaut le coup ou non de le regarder ce soir. Ensuite, pourquoi avoir choisi Blam comme sujet de vidéo ? Bien parce que c'était à la fois une bonne introduction et un bon prétexte. Bonne introduction puisque la prochaine vidéo parlera de Tsutomu Nie, et bon prétexte parce que ça fait longtemps que je voulais vous parler de mon rapport à l'animation. Quelque chose qui me paraissait essentiel d'introduire si je veux dans l'avenir faire quelques vidéos sur les animés ou les films d'animation. Enfin oui, j'espère que cette vidéo sera vraiment un retour et pas juste un petit coucou tous les 3 mois. Donc je finis cette vidéo en vous disant à très vite, et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture ou un bon visionnage de film.